Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Je suis donc effectivement l'ambassadeur délégué à l'environnement, quatrième titulaire de ce poste créé en 2000, qui est un poste de négociation, de coordination interministérielle, surtout dans le cadre des grandes conventions des Nations Unies. Donc je travaille à la fois avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Écologie. Je voulais aussi vous demander de m'excuser d'être seul en scène, de ne pas avoir l'assistance d'un support visuel. Mon exposé est tout politique et j'ai finalement assez peu de chiffres à vous livrer. J'aurais pu vous présenter mon plan, mais j'ai pensé que si nous étions au collège, nous n'étions pas à l'école et que par conséquent, vous trouverez assez facilement le fil de mon propos. Je mettrai en exergue une citation toute récente, puisqu'elle date d'il y a une semaine, de M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, vous le comprendrez, pour l'ouverture de la 6e réunion ministérielle du groupe pilote sur les contributions de solidarité pour le développement. C'était jeudi dernier à Paris, jeudi 28 mai. Je cite M. Kouchner, « Nous sommes réunis ici parce que nous sommes habités par une même question. Voulons-nous continuer de parler indéfiniment des objectifs du millénaire pour le développement ou voulons-nous pouvoir parler un jour des réalisations du millénaire ?» Et je vous rappelle que l'évaluation sera en 2015. Ces objectifs lancés en 2000, nous les évaluons en 2015. Il ne reste plus que 6 ans. Dans le domaine de l'eau, je voudrais également citer le cadre d'intervention sectorielle eau 2007-2009 de l'Agence française de développement qui a été adoptée par son conseil de surveillance le 29 mars 2007. Et pour moi, c'est le cadre en quelque sorte conceptuel important. L'eau est un thème emblématique du développement durable et équitable. Elle en couvre de nombreux aspects, qu'il s'agisse de la fragilité de la ressource, de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour la santé humaine, de la valeur économique de l'eau pour l'agriculture, de son utilisation comme énergie renouvelable et au-delà de son image sacrée dans la conscience collective. L'eau, c'est la vie. L'enjeu est à la fois celui d'un bien public, généralement régional, et celui d'un droit fondamental pour l'accès aux services de base. » Fin de citation. Cette importance a été reconnue donc par la déclaration du millénaire. Je vous rappelle que cette déclaration du millénaire a été adoptée, c'est la résolution 55.2 de l'Assemblée générale des Nations unies du 8 septembre 2000. L'objectif qui y est affirmé est, je cite, de réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable ou qui n'a pas les moyens de s'en procurer. Réduire de moitié de 2000 à 2015 la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Les États membres des Nations Unies ont donc décidé collectivement en 2000 d'atteindre cet objectif ambitieux dans un temps relativement court. Connu habituellement sous le nom d'OMD, OMD 7, cible 10, cet objectif du millénaire pour le développement est en concurrence avec d'autres objectifs. Je vous rappelle qu'il y en a 8 objectifs du millénaire pour le développement: éradiquer l'extrême pauvreté et la faim, atteindre l'éducation primaire universelle, promouvoir l'égalité des genres, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le sida, la malaria et les autres maladies, assurer un environnement durable, et c'est au sein de cet objectif 7 qu'est déclinée la cible 10, et enfin développer un partenariat global pour le développement.
On voit que si notre cible 10 sur l'eau est dans l'objectif 7, elle touche aussi à d'autres objectifs du millénaire, à mon sens au moins 4 d'entre eux, 4 sur 8. En 2000, on ne parlait que de ressources et d'accès à l'eau principalement primaire. Le plan d'action de Johannesburg, adopté 2 ans plus tard lors du sommet mondial sur le développement durable, a complété cet objectif. Le paragraphe 7 de ce plan d'action traite, entre autres, de la dégradation des sols et des eaux ainsi que de l'adduction d'eau. Et le paragraphe 8 élargit l'objectif 7.10 à un autre thème qui est celui de l'assainissement. Et cet élargissement, ce second objectif en quelque sorte du millénaire dans le domaine de l'eau, c'est de réduire également de moitié en 2015 par rapport à 2000 la proportion de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement de base, y compris en agissant à tous les niveaux. Suivent cette recommandation pour mettre en œuvre cet objectif sur l'eau et l'assainissement. Depuis a été lancée la décennie internationale Eau pour la vie 2005-2015, nous sommes dedans, qui est la deuxième décennie pour l'eau et l'assainissement, la première ayant couvert la période 1980-1990. Alors, je voudrais successivement dans cette communication d'abord vous présenter ceux qui ont la charge de mettre en œuvre ces objectifs du millénaire sur l'eau et l'assainissement. Ensuite, vous détailler les causes des insuffisances actuelles qui rendent ces objectifs difficiles à atteindre en l'état. Et enfin, tracer quelques pistes d'amélioration possibles. Qui met en œuvre les objectifs du millénaire pour le développement, eau et assainissement? J'irai du général au particulier, en commençant par les Nations Unies, puisque c'est dans ce cadre universel et légitime que les objectifs 2000-2002 ont été adoptés. Le dispositif des Nations Unies, malheureusement, est éclaté en une pléthore d'agences qui interviennent sans échelon scientifique de référence, ni lieu clair de négociation. On peut relever 25 institutions compétentes à des degrés divers et suivant des modalités différentes. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement, au titre de l'environnement et du développement durable, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour la coopération au développement, l'OMS pour les enjeux sanitaires, l'UNICEF pour l'accès aux services d'assainissement, la FAO pour les eaux agricoles, l'UNESCO pour l'éducation et la formation, prêt au développement durable, mais surtout également pour la recherche scientifique, avec le PHI, le Programme hydrologique international. Évidemment, il faut aussi mentionner les institutions financières internationales, Banque mondiale, Fonds pour l'environnement mondial, Banque régionale de développement, même si celles-ci sont inégalement actives suivant les continents, plus en Amérique latine et en Afrique, moins en Asie. Depuis 2003, UN Water, on pourrait traduire ça par Nations Unies Eau, est un mécanisme de coordination interagences pour le suivi des décisions et actions selon 3 entrées, eau douce, assainissement, désastres et événements extrêmes relatifs à l'eau. Et UN Water agit à travers des forces de frappe, des task forces, travaillant sur 6 thématiques, les eaux transfrontalières, l'assainissement, les changements climatiques, la coordination des Nations Unies à l'échelon national, le genre, chacun sait l'égalité des sexes, les indicateurs et le suivi-évaluation. Donc 6 thématiques et 4 programmes, le WWAP, le World Water Assessment Programme, piloté par l'UNESCO, le JMP, Joint Monitoring Programme par l'OMS et l'UNICEF, l'UNWDCP, l'UN Water Decade Programme on Capacity Development par l'Université des Nations Unies, et l'UNWDPAC, c'est-à-dire l'UN Water Decade Programme on Advocacy and Communication, par le département des Affaires économiques et sociales installé au siège à New York. UN Water a constitué une avancée notable en termes de coordination, mais elle n'est pas un vrai cadre de négociation et d'arbitrage. Pour être complet, j'ajoute que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé en 2006 de faire de 2008 l'année internationale de l'assainissement, que la 13e session de la Commission du développement durable des Nations unies, vous savez tous que cette commission a été créée donc à Rio en 1992 pour mettre en place
l'agenda 21, la Commission du développement durable des Nations Unies a émis en 2005 un ensemble de recommandations qui, je dois dire, apportent peu par rapport à ce qui a été adopté en 2000-2002, et que malheureusement la 16e session, l'année dernière, en 2008, a rejeté une proposition très soutenue par la France visant à faire du thème de l'eau et de l'assainissement un sujet permanent et transversal de la Commission du développement durable des Nations Unies. Enfin, je mentionnerai également le Conseil consultatif sur l'eau et l'assainissement auprès du secrétaire général des Nations Unies, mis en place en 2002, qui a adopté les plans d'action Hashimoto, et dont M. Gérard Payen est le membre français. C'est un tableau qui, évidemment, est un peu préoccupant parce que, chers auditeurs, si je peux dire, combien de ces institutions connaissez-vous? Elles agissent chacune de manière assez éclatée, et il y a donc un déficit, si je peux dire, de communication. L'ensemble du système universel des Nations Unies souffre également de l'absence d'un cadre juridique reconnu et fédérateur, contrairement au changement climatique, à la biodiversité ou à la lutte contre la désertification, qui, chacun d'eux, ont leur grande convention mondiale. L'eau n'a pas pu ou n'a pas su faire l'objet d'une convention internationale, bien que ce fût, je vous le rappelle, en 1992, la principale proposition française au sommet mondial de la Terre de Rio, portée à l'époque par le président François Mitterrand. Alors, sur les eaux transfrontalières existent certes plusieurs conventions régionales, en Europe en particulier, elles sont très nombreuses même, on peut dire que l'ensemble des cours d'eau européens sont couverts par des conventions spécifiques et que, après ce que nous avons fait en Europe occidentale, on l'a complété en Europe orientale, mais également, et ça nous intéresse plus compte tenu de notre sujet, en Afrique, vous avez des commissions et des coopérations internationales pour le fleuve Sénégal, pour le Niger et également la CICOS pour le Congo ou Bangui-Sanga. Vous en avez en Asie, par exemple sur le Mékong, vous en avez en Amérique latine, sur le Rio de la Plata ou le lac Titicaca. Mais enfin, je ne vous mentionne pas toutes ces conventions qui sont en développement. Malheureusement, l'instrument universel, la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, n'est pas encore entré en vigueur, faute d'un nombre suffisant de ratifications. De nombreux États, surtout d'amont, demeurent méfiants à l'égard de toute régulation supranationale d'une ressource stratégique. Signalons cependant qu'un projet de convention sur les aquifères transfrontaliers, c'est-à-dire au fond les nappes phréatiques internationales, a été préparé par la Commission du droit international des Nations Unies et qu'elle est actuellement en cours de discussion. Autre difficulté, la question du droit à l'eau et à l'assainissement qui ne fait pas consensus. Est-ce un droit à l'eau? Est-ce un droit à l'accès à l'eau? Doit-il être qualifié, comme il l'est par l'article 1er de la loi française sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006? Je vous rappelle cette disposition. Donc, nous avons en droit français un droit à l'eau, mais c'est un droit qui est qualifié. Chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, pas pour laver sa voiture, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Dans des conditions économiquement acceptables pour tous. Est-ce assez? Le droit à l'eau est-il un droit de l'homme? Et dans ce cas, le qualifié de droit de l'homme est s'imposer que l'eau doit être gratuite et qu'elle doit être fournie nécessairement par la puissance publique. La question est en débat, y compris au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quittons les Nations Unies, autre enceinte globale, le G8 s'est penché sur le sujet au gré des priorités respectives de chaque présidence. C'est nous qui avons lancé le sujet à Évian en 2003 et la France y a poussé le plan d'action pour l'eau. L'an passé, la déclaration du G8 du lac Toyako sous présidence japonaise, a fait revenir le thème de l'eau dans le chapitre consacré au développement, mais en mineur un peu. Évaluation des progrès accomplis depuis Évian, dialogue avec les partenaires, en particulier d'Afrique, pour s'entendre sur une vision commune des enjeux et des actions prioritaires à entreprendre, d'un commun accord,
à la manière, d'une certaine manière, des documents cadres de partenariat de la coopération française. L'Italie fait de nouveau de l'eau une priorité de son G8 de l'Aquila, début juillet, et on peut penser que la France, en présidence en 2011, y attachera une grande place au sein des questions de développement. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'impulsion politique donnée par le G8, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Troisième cadre, l'Union européenne. Ses 27 États membres sont, dans ce domaine comme dans bien d'autres, exemplaires et illustrent les possibilités de coopération offertes au plan régional. Chez elles, bien sûr, et ce n'est pas cela qui nous intéresse, puis la directive cadre sur l'eau, mais surtout au Sud, avec l'initiative européenne sur l'eau, née en marge du sommet de Johannesburg et qui regroupe sur des coopérations régionales en sein de dialogues en Méditerranée, en Afrique, en Amérique latine et en Asie centrale. L'Union européenne a dégagé 500 millions d'euros sur le FED, Fonds européen pour le développement 9, pour une facilité européenne de l'eau destinée aux pays ACP et reconduite dans le FED 10. D'autres organisations sont également actives. Je mentionnerai d'abord et avant tout le Forum mondial de l'eau, qui se tient tous les 3 ans depuis 1997 à l'initiative du Conseil mondial de l'eau qui a son siège à Marseille. C'est de loin la plus grande manifestation internationale du secteur. 25 000 participants à Istanbul du 16 au 22 mars 2009 pour la dernière session, le 5e forum. Et s'il comprend un segment ministériel et a conduit à une déclaration des ministres, est surtout un lieu de rencontre et d'échange entre tous les acteurs du secteur, parlementaires, élus locaux, entreprises, sociétés civiles, agences et instituts de recherche. Si les processus thématiques et régionaux sont parfois un peu confus, ils demeurent irremplaçables. C'est pour ça que la France et la ville de Marseille sont candidates pour accueillir en 2012 le 6e Forum mondial de l'eau. Nous saurons le 19 ou le 20 juin si nous l'avons emporté contre Durban. L'OCDE, grâce à l'implication personnelle de son secrétaire général, M. Angel Gurria, travaille également intelligemment sur le sujet avec un programme horizontal eau, commun à plusieurs commissions, qui a permis d'avancer notamment sur la question du financement du secteur. Enfin, on relève dans d'autres régions des dynamiques politiques utiles. En Afrique, avec la constitution d'un Conseil des ministres africains de l'eau, l'AMCO, qui malheureusement manque encore un peu de poids. Ceci dit, l'Union africaine a adopté à son sommet de juillet 2008 une feuille de route de Sharm el-Sheikh, et la Banque africaine de développement finance la Facilité africaine de l'eau, donc initiée par l'AMCO en 2004. En Asie, se sont tenus récemment le Forum de l'eau de Beppu en 2007 et tout à fait récemment la conférence ministérielle de Bangkok en mai 2009. Et l'eau est un thème majeur du dialogue Union européenne-Asie centrale, comme l'a montré le Forum de Paris de septembre 2008. Enfin, en Méditerranée, il y a le cadre de l'Union pour la Méditerranée, dans lequel nous souhaitons en faire de l'eau une priorité stratégique et un thème moteur de coopération, même si actuellement, évidemment, la mise en place de l'UPM est, pour des raisons politiques, compliquée, mais enfin, nous aurons une réunion en France à la fin du mois de juin. Voilà l'ensemble des organisations qui traitent du sujet. Je dirais également comme point positif le fait que la société civile est plutôt bien structurée dans le domaine, qu'il s'agisse des organes de recherche et de formation, Global Water Partnership, International Water Association, International Water Resources Association, Office international de l'eau, très français, ou des ONG, et je mentionnerai pour la France le programme Solidarité Eau, PSO, l'ONG Solidarité, qui intervient en particulier dans l'urgence, l'ENDA, Action contre la faim, la Croix-Rouge française ou le Secours catholique, qui sont très actifs sur ces sujets. Enfin, les pouvoirs publics français sont relativement bien outillés pour agir dans le secteur. Les 2 ministères compétents se sont restructurés tout récemment, donc le ministère des Affaires étrangères et européennes, en fusionnant Direction des Affaires économiques et Direction de la coopération au développement, une Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats,
au sein de laquelle la direction des biens publics mondiaux traite de l'eau et de l'assainissement, mais également le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui dispose de sa direction de l'eau et de la biodiversité et de sa direction des affaires européennes et internationales. Je mentionnais aussi l'Agence française pour le développement, qui comprend une division eau et assainissement, et le Fonds français pour l'environnement mondial, qui peut compléter certaines actions. Elle dispose également de cadres conceptuels, la stratégie nationale du développement durable, actuellement en cours d'actualisation, un document d'orientation stratégique eau de la coopération française adopté par le CICID et le cadre d'intervention sectorielle eau de l'AFD dont je vous avais parlé. De fait, l'eau et l'assainissement ont représenté 20% des engagements annuels de l'Agence française de développement entre 2002 et 2007, avec une moyenne de 145 millions d'euros engagés, dont 45% en faveur de l'Afrique subsaharienne, et le doublement de l'aide française en faveur de l'eau, annoncé par le président Chirac il y a quelques années, est maintenu et est en passe d'être réalisé. Pour autant, et ce sera ma deuxième partie, les objectifs du millénaire sur l'eau sont loin d'être atteints, ni même en voie de l'être, d'ici 2015. Quelles en sont les causes ? On évaluait en 2007 que 1,1 milliard de personnes n'avaient pas un accès satisfaisant à l'eau et 2,6 milliards n'avaient pas d'assainissement. Or, pour réaliser les objectifs du millénaire en 2015, compte tenu des prévisions démographiques, ce sont 1,6 milliard d'habitants supplémentaires pour l'eau et 2,2 milliards d'habitants pour l'assainissement qu'il faudra desservir. Le professeur Cohen, hier, nous a habitués à ces chiffres astronomiques. De fait, ce sont 50 milliards de dollars d'investissement par an qu'il faudrait consacrer à l'eau et à l'assainissement. On est loin des 3,5 milliards d'aides publiques au développement consacrées à ce secteur en 2004, à peine plus annuellement depuis. Selon le rapport 2008 sur la mise en œuvre des objectifs du millénaire, publié par le secrétariat des Nations Unies, c'est un rapport dont je vous recommande sur tous les objectifs du millénaire, pas spécifiquement sur les objectifs eau, la lecture, la situation est actuellement très contrastée. Il faut reconnaître que certaines régions sont, dans le domaine de l'eau, pas loin d'atteindre les objectifs ou l'objectif eau du millénaire. L'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique du Nord. Certaines vont même dépasser l'objectif eau du millénaire, en particulier l'Extrême-Orient. Par contre, d'autres sont encore extrêmement éloignées de celui-ci, l'Afrique subsaharienne, en premier lieu, l'Océanie, d'autre part. D'autres, enfin, stagnent, comme la communauté des États indépendants, l'ancienne Union soviétique, et l'Asie occidentale. Ça, c'est pour l'eau. En termes d'assainissement, le paysage est encore plus sombre, puisque aucune zone géographique n'est en passe d'atteindre l'objectif. Certaines s'en rapprochent, Afrique du Nord, Amérique latine et Caraïbes, Asie occidentale, d'autres, Afrique subsaharienne, Océanie, Asie du Sud, Extrême-Orient, Asie du Sud-Est en sont encore très éloignées. Quant à la communauté des États indépendants, elle régresse. Outre la redondance et la multiplication des intervenants internationaux que j'ai longuement décrits et le manque de moyens financiers, on peut distinguer plusieurs autres causes structurelles qui rendent difficiles les progrès mesurables. D'abord et avant tout, l'insuffisance de bonne administration, de gouvernance, comme l'on dit aujourd'hui, du secteur, tant au plan national que local dans les pays du Sud. Ce qui fait la force du modèle européen, et singulièrement français, c'est de regrouper dans des cadres de concertation tous les acteurs de la fourniture de l'eau et de l'assainissement, État, collectivités locales, entreprises du secteur, et de l'utilisation de l'eau, énergétique, industrielle, agricole et domestique. Ces cadres manquent cruellement.
Au-delà de la seule question juridique des droits sur l'eau, encore marquée par de profondes divergences idéologiques, biens gratuits ou marchands, rares ou nécessairement bon marché, le partage équitable des bénéfices de la mise en valeur des ressources dans le sens de l'intégration économique et de la coopération politique régionale ou locale est essentiel. Au cœur des questions de pauvreté, de santé, d'éducation, d'environnement, l'eau, par ses différents points d'entrée et ses approches, est souvent traitée localement de manière très fragmentée et conflictuelle, d'autant que dans de nombreux pays, elle est un enjeu politique de première grandeur. Au-delà de ces insuffisances de bonnes administrations, je dirais que le changement climatique rend encore plus compliqué le traitement des questions d'eau et d'assainissement, même si les actions d'adaptation sont devenues au fil des mois un élément essentiel de la négociation, adaptation dans le domaine de l'eau, qui doit aboutir en décembre à Copenhague. Avec le changement climatique, les événements extrêmes se multiplient, sécheresse ou inondations, les inégalités s'aggravent, stress hydrique dans certaines régions, et enfin, des phénomènes irréversibles se produisent, comme la fonte des glaciers, particulièrement préoccupante dans le massif de l'Himalaya. Enfin, le développement des villes est un phénomène aggravant, car il est plus facile de résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement en milieu rural qu'en milieu urbain, de fournir une ressource et de retraiter de petites quantités que d'organiser un assainissement efficace dans des agglomérations à croissance extrêmement rapide, à urbanisme anarchique, où les réseaux ne sont pas conçus au moment du développement. Se pose en particulier le problème spécifique de ce que l'on appelle la ville informelle et le périurbain, où ni la propriété foncière, ni la compétence administrative ne sont claires, ne permettant pas de bâtir sur des bases solides, alimentation en eau et assainissement. Alors, troisième partie, comment quand même essayer de lutter pour atteindre ces objectifs ? Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais je retiendrai quelques pistes d'amélioration. D'abord, il faut maintenir haut le thème de l'eau et de l'assainissement dans la coopération internationale. J'ai déjà parlé du G8, c'est un cadre utile de mobilisation. Le G8, G20 d'ailleurs, devrais-je dire, en pleine transformation en ce moment. Nous sommes très heureux que l'Italie ait choisi d'en faire un thème majeur du sommet de cet été, complétant et approfondissant le plan d'action du G8 d'Évian, qui ne mérite pas quand même d'être oublié. Et je mentionnerai un certain nombre d'affirmations de ce plan d'action d'Évian qu'on a un peu trop oublié. Il y a encourager la bonne gouvernance, c'est dedans. Utiliser toutes les ressources disponibles avec 2 engagements intéressants. Promouvoir un recouvrement des coûts prenant en compte l'octroi d'aide en fonction des résultats afin de permettre aux personnes qui n'en ont pas les moyens d'accéder aux services proposés. Promouvoir des partenariats entre secteur public et secteur privé. Le plan d'action d'Évian mérite d'être mis en avant. Mais le G8, évidemment, n'est pas tout, et par certains côtés contesté par certains, et le soutien aux coopérations régionales sous toutes ses formes, en Afrique principalement, je pense à nous, mais également dans d'autres zones, le soutien à UN Water et à cette coordination est également important, et c'est pour rendre évidemment les questions d'eau et d'assainissement plus visibles que nous nous proposons d'accueillir à Marseille le prochain Forum mondial de l'eau, qui est quand même un mouvement extrêmement important et qui occupera beaucoup ceux qui traitent du sujet dans les 3 ans à venir. Donc, maintenir le thème de l'eau et de l'assainissement dans la coopération internationale. Il est indispensable d'améliorer la gouvernance. Nous travaillons donc à la gestion intégrée des ressources en eau, la GIR, ou en anglais International Water Resources Management. À Istanbul, nous avons présenté et diffusé un manuel de la gestion intégrée des ressources en eau, gestion donc par bassin, manuel concret, pratique, utile. Nous contribuons largement à animer le réseau international des organismes de bassin, le RIOB, dont la prochaine Assemblée générale mondiale se tiendra à Dakar en 2010. Par la pédagogie et la vertu de l'exemple, ce qui est en voie de réussir dans certains bassins, je pense au sud en particulier au fleuve Sénégal, peut être étendu ou reproduit.
En troisième lieu, je signalerai l'importance d'une bonne coordination avec les politiques voisines de santé publique et d'éducation, l'importance de l'éducation au développement durable. Mais en définitive, tout repose, en particulier pour les pays les moins avancés, sur un financement suffisant. Michel Cantu, dans son rapport de mars 2003, déjà, le rapport « Financer l'eau pour tous », le signalait. Il y a 3 moyens de financer l'eau, les 3 T, les tarifs, ou le prix de l'eau fourni à l'utilisateur, la taxe, impôt, et les transferts, ou les dons des pays les mieux lotis vers les pays les moins bien lotis. Il n'y a pas de choix à faire. Les 3 T doivent contribuer les uns et les autres au financement de l'eau. Pour Michel Cantu, en 2003, il fallait doubler les apports financiers de chacune des 3 sources. On en est toujours là. Il est clair que l'une des solutions est de mettre en place des financements innovants. M. Kouchner donc l'a rappelé jeudi 28 mai lors de cette réunion ministérielle d'un groupe pilote de 58 pays, initié par la France, le Brésil, l'Espagne et la Norvège, sur les contributions de solidarité en faveur du développement. Je cite de nouveau M. Kouchner. L'aide publique au développement, avec les 119 milliards de dollars mobilisés en 2008, pas uniquement sur l'eau, bien sûr, ne peut pas tout en effet, même si elle constitue le levier indispensable pour garantir les autres financements du développement, ressources fiscales internes, investissements privés ou transferts financiers des migrants. On compte désormais 8 financements innovants qui ont dégagé un peu plus de 2 milliards de dollars, mais nous devons changer d'échelle. Fin de citation. Et si je peux compléter, sortir du seul domaine de la santé, puisque c'est pour l'instant dans ce secteur-là que les financements innovants ont été mis en place, par le biais de prélèvements légers sur une base volontaire, à l'image de la taxe sur les billets d'avion, qui permet de dégager des ressources importantes. En conclusion, je dirais qu'à ce jour, les objectifs du millénaire pour le développement que nous nous sommes fixés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ne seront pas atteints partout, loin de là. Et s'il nous reste 5 ans et demi pour les atteindre, nous ne sommes pas à ce jour dotés collectivement des moyens de les remplir. Amélioration de la gouvernance, gestion intégrée des ressources, financement suffisant sont les 3 mots-clés. J'y ajouterai aussi les ressources humaines, parce que fontainiers ou chercheurs de fuite, ce sont des métiers utiles et même indispensables. Administrateurs de l'aide au développement aussi, et je voudrais saisir cette conclusion pour remercier Véronique Verdeil et Rémi Lambert de la Direction générale de la mondialisation, du développement et de partenariat du Quai d'Orsay et Maurice Bernard de la division eau et assainissement de l'Agence française de développement qui m'ont aidé à préparer cette communication et qui surtout travaillent avec détermination pour que soient remplis les objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et la France n'a pas à cet égard à rougir de son action. Je vous remercie.